un gars un jour qui me dit « Bon, le poker, terminé, hein, c'était un feu de paille l'histoire. » Je sais pas pourquoi on m'a dit ça. Le plus important au poker, ce ne sont pas les cartes. C'est ce que vous en faites. On pense poker en France, on pense à toi. This man changed the model of WPT. Je dis « Bah non, il vous faut un spécialiste, il vous faut un champion du monde. » Et De Greff me dit « Bah écoute, t'as 4 champions du monde et puis tu reviens nous voir. » Pour respecter ce rythme, il faut avoir une rigueur. Tu regardes, et puis tu regardes leur comportement. Je suis en train de tout vous donner là. Ils me prennent tous pour le plus nul joueur qu'ils ont jamais vu à la table parce que je me fais marcher dessus et je peux rien faire en fait. Il faut prendre le contrôle de ta table. C'est-à-dire qu'il faut installer un respect à la table. Tu as attendu au Québec pour un festival et il me semble qu'il y a une histoire assez marrante. Bam, 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 bam. Moi je sors tout le monde. Et je me retrouve face à ce gars-là, en finale. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Winning Minds. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi un grand acteur, grand chanteur, grand agriculteur, mais aussi mon père et champion du monde de poker. Merci d'être avec nous, monsieur Patrick Bruel. C'est un honneur, monsieur Oscar. Dans cet épisode, vous allez pouvoir découvrir les secrets derrière son illustre parcours de joueur, ainsi que sa préparation pour l'un des plus grands tournois du monde. Parce que nous avons eu la chance de le suivre lors du fameux World Poker Tour, ici à Las Vegas. Alors j'aimerais bien commencer par savoir comment tu es rentré dans ce monde du poker. Je viens plutôt des échecs. Le premier jeu auquel je me suis adonné, c'était les échecs, très jeune, par l'influence de mon oncle. Puis, de temps en temps, la petite partie de poker, comme ça, avec des cacahuètes. Bon, mais sans plus. Et puis, au lycée, il y avait des parties qui commençaient à se faire. Ça arrondissait un peu les fins de semaine, mais bon, tu vois, quelque chose d'assez limité. En fac, un petit peu plus. Il y a des parties avec des copains. Et puis, ça s'arrête. Autour de 22, 23 ans, je commence vraiment à être à fond dans ma carrière et je joue beaucoup moins. Et je joue plus d'ailleurs en fait. Et il s'avère qu'en 94, je reçois un coup de téléphone d'un journal qui s'appelle Glamour et qui me dit on aimerait bien faire un reportage avec vous. Est-ce que vous auriez la possibilité d'aller à Las Vegas? On fait des photos avec un futur très grand photographe. Il s'avère que ce type-là s'appelle David Lachapelle, et qui à ce moment-là était un peu à ses débuts. Et nous voilà en train de faire une séance photo complètement folle à Las Vegas. Et c'était la première fois à Las Vegas. Et du coup, je rentre dans un casino pour faire des photos. Et en attendant qu'ils éclairent, qu'ils se préparent, je vois une table de poker. Et une table de poker de compétition. Et je ne savais pas qu'on jouait au poker dans des casinos. Et je m'assois. Et je commence à jouer avec ces gars-là, qui sont tous des professionnels, visiblement. Et je m'aperçois que j'ai quelques rudiments, quand même. Je suis pas complètement out. Et je me mets à trouver ça chouette, quoi. Mais vraiment chouette. En 95, je retourne à Las Vegas. Et là, je fais mon premier championnat du monde. Où on devait être, à l'époque... peut-être 400 joueurs, j'ai dû finir 370. J'ai eu la chance de pouvoir jouer. Mais bon, mais tu pouvais pas, tu volais en éclats parce que d'abord, je jouais trop de mains. Déjà, la première des règles, c'est de pouvoir jeter des mains, ne pas être obligé, ne pas être amoureux de ces cartes. Bref. Ensuite, donc, je rentre et je vais voir mes amis Pierre Lescure et Alain De Greff à Canal+. Et je leur dis, j'arrive de Las Vegas et je viens de voir qu'il y a des émissions de télé qui retransmettent le poker, parce qu'il y a des championnats du monde, vous imaginez qu'il y a des championnats du monde, ils retransmettent. Il me dit, ah ouais. Je dis, bah vous êtes Canal+, vous avez été toujours premium, vous avez été les premiers à mettre du golf, les premiers à mettre de la corrida, les premiers à avoir mis des caméras dans les vestiaires. Pourquoi est-ce que vous ne seriez pas les premiers à mettre du poker à la télé? Et ils me disent, d'accord, dans ce cas-là, t'as qu'à le présenter. Je dis, non, il vous faut un spécialiste, il vous faut un champion du monde. Et De Greff me dit, écoute, t'as 4 champions du monde et puis tu reviens nous voir. Je leur dis, ouais, ok. D'accord. Et donc, en 96, je retourne faire le championnat du monde. Et c'est là où je me classe pas trop mal. En 97, on est en train de tourner à Hambourg. On tourne K, avec Arcadie. Le film est assez chargé. C'est un film qui fait appel, pour moi, à un personnage compliqué, profond, assez douloureux, parce que ça évoque
tout un passé, toute une mémoire. Et j'ai besoin de rester dans mon personnage. J'ai pas envie de sortir tous les soirs, d'aller partir dans les folles soirées berlinoises, qui pourtant sont très sympathiques, mais j'ai envie de rester dans mon truc. Et il y a un casino qui est juste à côté de mon hôtel. Et je vais dans ce casino, puis là, je vois qu'il y a une petite partie de poker tous les jours. Je joue cette partie de poker le soir, comme ça, tranquille, pas longtemps. Et on me dit, si vous êtes là ce week-end, il y a le championnat d'Allemagne. Je dis, ok, moi je m'inscris. Et je dis à Arcadie, vendredi, il faudra peut-être que je parte pas trop tard. Est-ce que je me dis, oui, pourquoi pas. Voilà. Et me voilà arrivé le vendredi. Et ça dure vendredi, samedi, finale dimanche. Et puis j'ai gagné ce championnat. Et je gagne en France, à l'aviation, 2 tournois importants. Et là, donc, 97, je vais à Las Vegas. Et là, je termine 47e, mais en ayant eu un énorme bad beat, qui, si j'avais pas eu ce bad beat au moment où je l'avais eu, je terminais forcément dans les 5-6 premiers. Je suis à une table avec une joueuse assez confirmée, qui met une très grosse relance. Je mets mon tapis, elle paye, elle pose sur la table 2-10, je pose sur la table 2 rois. Elle fait « Wow, Patrick, you got me ». Et elle se lève. Pendant que le mec il fait le truc, elle se lève. Elle prend son truc, elle remet son chapeau. Et au moment où elle a fini de mettre son chapeau et qu'elle part, le 10 arrive en dernière carte. Elle a 2 cartes dans le paquet pour gagner. Mais that's poker. Voilà, c'est comme ça. Et elle va terminer dans les 6 premières parce qu'elle a un énorme tapis à ce moment-là. Tu rentres dans le circuit professionnel en 96. Et ensuite, tu commences à faire des pertes impressionnantes et tu pars aux États-Unis pour les championnats du monde de 98. 98, je fais pas mal de tournois encore et je retourne à Las Vegas, là, en mai 98. Quand tu vas à Las Vegas en 98, est-ce que tu te dis que tu peux gagner ? Je me dis pas je fais gagner, mais je me dis je peux gagner. Ouais. Je peux gagner parce que j'ai déjà gagné des tournois, parce que je gagne beaucoup de satellites, parce que je me classe dans des tournois. Cette année-là, en 98, avant d'arriver au tournoi final où je gagne, je fais 4 ou 5 tournois avant où je me classe. Je me classe 9e dans un tournoi, 6e dans un autre. Je sens que je suis dans un bon cycle, parce qu'on parlera de ça, bien sûr, du fameux cycle. Absolument. Voilà. Et quand je m'assois à la table en 98 sur ce tournoi, j'ai pas plus de chance qu'un autre, j'ai pas moins de chance qu'un autre, c'est ce que je me dis. D'ailleurs, figure-toi que se dire qu'on peut gagner, on peut penser que c'est la naïveté, mais c'est loin de là, en tout cas dans ce qui se passe chimiquement dans ton cerveau. C'est presque une forme d'entraînement mental de se dire qu'on peut gagner. Le simple fait d'y croire, ça active le cortex préfrontal, qui planifie, qui évalue, qui nous aide à passer à l'action, et en parallèle, ça calme ton amygdale, qui elle gère ton stress, ta peur, ton doute. Et donc, si tu crois en toi, ton cerveau va aussi libérer plus de dopamine. Tu envoies cette information. Tu envoies cette information et ça booste la motivation, l'apprentissage, la mémoire du travail. Donc, c'est pas juste une pensée magique, c'est-à-dire que ça programme ton cerveau chimiquement à pouvoir gagner. Et évidemment, le job n'est pas fait, derrière, il faut que tu réussisses, mais tu te mets dans les meilleures conditions possibles, comme un athlète qui soigne sa nutrition, son sommeil avant un match, il met sa meilleure qualification possible pour justement y aller. Donc quand il va et que tu te dis que tu peux gagner, ça joue un énorme rôle sur le fait que tu vas gagner. Ce qui est passionnant dans ce que tu dis, c'est que en fait, la question qui se pose tout de suite, c'est comment est-ce que je peux contrôler ce que tu es, et non scientifiquement, comment est-ce que je peux le contrôler pour pouvoir justement en disposer. Et en fait, tu donnes la clé. La clé, c'est par une attitude, c'est par un comportement, par une approche de ton sport ou de ton art ou de ta profession, parce que ça s'adapte pas qu'aux sportifs, finalement. Ça s'adapte à toute forme de personne qui se retrouve en face d'un besoin de performance, enfin, d'un besoin d'améliorer une performance. Et même au-delà de la performance, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la visualisation. La visualisation, c'est l'idée que si tu penses assez fort que quelque chose va se passer, ça va se passer. On est loin de là scientifiquement pour prouver que ça marche, mais tu te mets dans les meilleures dispositions possibles pour que ça se passe. Et c'est pareil pour les histoires d'amour aussi. Si tu visualises une personne, te dis j'ai envie d'être avec cette personne, j'aime cette personne, je vais tout faire pour, ton cerveau va te suivre chimiquement pour essayer de t'amener à ce but le plus vite possible, parce que ton cerveau ne comprend pas le second degré. Et donc dans les deux manières, que tu te dises que tu vas le faire ou que tu ne vas pas le faire, ton cerveau va réagir à cette manière. Quand moi par exemple je joue au ping-pong ou quelque chose et je perds un point, je dis jamais que je suis nul, je dis que je suis meilleur que ça. Parce que si je me dis que je suis nul, mon cerveau il va se dire que je suis nul et donc je vais être nul. Parce qu'il va envoyer des messages chimiques de bon, tu vas t'endormir, tu vas pas performer. Si je me dis que je suis meilleur que ça, ton cerveau va dire ah bah du coup je vais travailler un petit peu plus fort
Parce que s'il est meilleur que ça, c'est-à-dire qu'il est vraiment meilleur que ça. Donc si j'envoie la bonne hormone au bon moment, et bah il va être meilleur que ça. Et donc la visualisation, même si maintenant légèrement tournée dans l'idée de on peut penser à notre avenir et ça va se passer un peu comme une sorte de potion magique, elle existe réellement à une certaine dose. Quand tu m'as demandé tout à l'heure, quand je m'assois au début de ce tournoi en me disant j'ai pas plus de chance qu'un autre mais pas moins, ça c'est mon état d'esprit. Mais quand j'arrive à la table finale, je me rappelle très très bien de la table finale parce que le matin je suis dans le sauna, parce que tous les matins quand le tournoi commence à midi, j'ai un rituel, je me lève très tôt, je vais au sauna, au sport, je déjeune vers 10h30, 11h, parce qu'après je sais que je déjeunerai par petites doses et pas beaucoup, parce que je vais rester focus. Et il s'avère que ce jour-là, dans le sauna, rentre un type qui est déjà champion du monde et qui est à cette table finale. Il s'appelle Maen Nguyen, pour ceux qui le connaissent, un peu nerveux. Et on s'est un peu frité la veille, où il n'a pas apprécié que je rentre dans un coup un peu improbable et que je l'ai emmené en piège. Et il rentre dans le sauna à ce moment-là. La scène est folle, parce qu'il rentre dans le sauna, il me regarde, on se connaît très bien, hein, on se parle. Là, on se dit pas un mot. Comme un On western. est tous les deux dans le sauna, on se dit pas un mot. Et ça va être long, les 15 minutes, là. et on se parle pas. Et je sais que je vais gagner. Parce qu'il y a que lui à battre. En fait, dans cette table finale, c'est lui le meilleur. Et si je passe celui-là, le reste, ça va. J'ouvre 2-5, je relance, il me sur-relance, donc je me dis qu'il a une main. Je colle sa sur-relance. Arrive As, Dame, 3. Il met une mine. Il met beaucoup. Donc ça veut dire qu'évidemment, il a un As. Au minimum, il a un As en main. Mais je sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Quel est ce petit truc qui est venu derrière moi, peut-être tu vas me l'expliquer un jour, qui a fait que j'ai payé. J'ai payé cette énorme relance. Ce qui est très très mal joué. Mais je me dis, à ce moment-là, peut-être qu'il est en bluff, mais ce que je sens, ce que je ressens, c'est ce qui va se passer. Et qu'à la 4e carte, c'est le 5 qui arrive. Et là, je check, il envoie, je lui mets tapis, il paye, et il retourne As-Dame. C'est-à-dire qu'il a 2 paires As-Dame. Et là, je mets mes 3-5, et le gars, Maen Nguyen, qui est un des plus grands joueurs de poker de la planète, Why do you do this to me? Et il pleure. Et il sort comme ça de ce tournoi. Évidemment, une fois ce coup gagné, c'est fini. Et après, il va y avoir 2-3 coups derrière, ça se termine, et les journalistes me regardent, et je lui dis, comme la France dans 2 mois. Je lui dis ça. On est en mai 98, c'est la veille de mon anniversaire en plus. C'était un beau cadeau. Emmanuel Petit makes it 3 and secures the World Cup. Donc la France a gagné en 98, la France donc se représente en 2002, donc je me représente en 2002, Bien en sûr. étant certain que je vais gagner un nouveau bracelet. Et là, je m'engage dans le tournoi d'Omaha. Omaha, c'est avec ses 4 cartes. Je m'engage dans le tournoi, je fais un tournoi magnifique, je me retrouve en finale, et j'arrive en finale, et il y a 8 joueurs, et il y a 7 joueurs qui ont un bracelet de champion du monde. On est 7, et il y a un gars qui, lui, n'a pas de bracelet. Moi, je me dis, eh ben, il faut éliminer les 6 autres. Et après, je serai tranquille. Et donc, je fais un festival. Je fais un bam, 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 bam. Moi, je sors tout le monde. Et je me retrouve face à ce gars-là, en finale, tous les deux. Et je suis tellement sûr de moi, mais sûr de moi, que, je sais pas, je pense que c'est gagné, en fait. Et je fais n'importe quoi. Et en 2 mains, le gars, à un moment donné, je fais all-in sur un truc, il lève la tête, il fait yes. Il avait jeu max, le gars, et il prend le titre. Mais il était tellement heureux d'avoir le titre, mais tellement que c'était important pour lui. C'était un mec très sympa que je connaissais, moi. Il était tellement content que j'étais content pour lui, moi. Mais j'ai pas mesuré, débile que je suis, ce que ça représentait Bien sûr. d'avoir 2 titres. C'est pas pareil qu'une étoile et 2 étoiles. C'est pas la même chose. Et ce jour-là, voilà, par manque d'humilité, j'ai pris une belle leçon. Ah bah, j'imagine. Est-ce que tu penses que c'est une part peut-être un peu d'ego? Parce qu'il y a une partie très animale dans notre cerveau, où on a envie de cette domination, de montrer qu'on est au-dessus. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle mal alpha. Est-ce que tu penses qu'au-delà, il y a une petite partie où tu penses vraiment que c'était... Ça arrive très souvent, ce que tu dis. Tu peux avoir un type qui t'énerve à la table, tu t'énerves et par ego, tu vas commencer à jouer. Ça, vraiment, c'est une des choses la pire pour un joueur de poker. Je crois ça l'avoir dépassé il y a très longtemps. Je suis plus du tout là-dedans. J'ai dû l'être peut-être 1 ou 2 fois, un gars qui m'a vraiment poussé à bout et tout. Mais là, pas du tout. Là, c'est une finale de championnat du monde.
tu rentres pas là-dedans. Tu rentres dans un truc où tu te dis, je sais pas pourquoi à ce moment-là, ça passe ou ça casse, mais si ça passe, alors ça passe vraiment. Et tu dis là, tu sais pas si ça passe ou ça casse, mais tu as parlé tout à l'heure de cycle. Tu en as parlé même à Vegas de cycle de chance. C'est très important. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu veux dire dans des moments où tout passe, ou alors au contraire où rien ne passe? Et c'est quoi ta stratégie dans les deux, quand tu as un bon run, quand tu as un mauvais run? L'expérience de vie te montre que tout est cyclique. Il y a des périodes de ta vie où tout sourit, où tout est fluide, tout se passe très bien, tout est waouh, incroyable. Il y a des moments où tu peux faire tout ce que tu veux, tu prends des claques sans arrêt. Enfin, tu fais putain, non, mais pourquoi waouh, ça aussi. Et pourtant, tu crois que tu as des bonnes cartes dans tes mains et ça vole en éclats parce que ça se passe pas, c'est pas le moment. Je te prends l'exemple du PSG. Voilà. Il y a des années où c'était tellement pour le PSG et puis finalement, ça l'a pas été. Comme, au bout d'un moment, c'était des cycles. Et cette année, entre septembre et décembre, on se dit pas que ça va être l'année de Paris Saint-Germain. Mais à un moment donné, ils battent Manchester City. Et de quelle manière? Et on se dit, qu'est-ce qui se passe? Peut-être que la roue tourne. Peut-être que la roue tourne. Et ensuite, la roue a tourné. Combien de fois Donnarumma a mis la main quand il fallait? Combien de fois Vitinha était là quand il fallait? Et le poker, c'est pareil. Le poker, par moment, tu vois arriver des cartes. Tu vois une dame et tu fais, je veux pas la deuxième. Je veux pas la deuxième, elle va me foutre dans la merde. Alors peut-être que ça rejoint ce que tu disais. Peut-être de te dire, merde, je veux pas la deuxième. Je sens que c'est pas le moment et je vais pas gagner ce coup. Peut-être que je déclenche quelque chose qui fait que, j'en sais rien. Je pense pas que tu déclenches quelque chose dans les cartes qui vont se tourner derrière, parce que là, ça serait de la télépathie. Je pense que pour le moment, on n'a pas encore expliqué. Mais peut-être que tu déclenches quelque chose en toi, dans le personnage que tu joues aussi face aux autres. Et dans ta façon d'ailleurs de bluffer, de jouer, d'être. C'est sûr qu'il y a quelque chose qui est donné, qui est au-delà de ce que tu vois, qui est hormonal, dans les phéromones que tu vas dégager, qui vont faire que il peut y avoir des façons de te lier. Parce qu'il y a des moments où tu sens que tu peux jouer n'importe quelle main. N'importe quelle main, la pire des mains. Tu peux jouer 9 et 2, tu peux jouer la pire. Tu sens que le flop va venir pour toi. Et parfois, tu as des cartes exceptionnelles et tu sens que c'est pas le moment. Et donc, tu remportes ce bracelet de champion du monde. Tu es le deuxième champion du monde français de l'histoire. Derrière, il n'y en a pas eu beaucoup. Tu rentres en France, tu retournes voir Canal+, tu dis, maintenant c'est bon, j'ai réussi. Je leur dis, c'est bon, ouais. Et ils me disent, bon, alors on fait quoi? Et là, on commence à réfléchir à une idée, mais il y a quelque chose qui manque. C'est que c'est pas suffisamment télévisuel. Et un jour, et là on est 2-3 ans plus tard, je suis à Vegas et je lève la tête et je regarde à la télé et je vois une émission de télévision et je vois qu'ils ont mis des paluches, c'est-à-dire des petites caméras dans la table où on voit les cartes. Donc à partir du moment où on voit les cartes, on voit donc évidemment la pensée et toute la réflexion du joueur. Et là, ça devient extrêmement intéressant, ludique, instructif, passionnant. Et je dis, ça y est, c'est ce qu'il faut faire. Donc, je récupère les droits du WPT et je viens à Canal+, proposer le WPT à la télévision. Enfin, on va passer par beaucoup de chaînes de télé qui veulent tous nous suivre, mais j'avais décidé que ça serait Canal parce que je voulais que ce soit premium et puis je voulais que ce soit une chaîne sur laquelle on puisse fidéliser les gens et puis l'amener aussi dans un caractère sportif. Je voulais lui donner un caractère sportif. This man changed the model of WPT because he was the first before, and now everybody edits things out, the AI. 20 years before anyone did anything, this guy said, I can take your feed, I can extract that, I can put in these things, and I can reach a completely all new audience. You were the first one to do it. Thank you. Et en 2010, donc au moment de cette lancée, il y a une pub mythique qui sort, qui devient une référence culturelle. Le plus important au poker, ce ne sont pas les cartes. C'est ce que vous en faites. On te voit, toi, à la fin, expliquer que l'important au poker, ce n'est pas les cartes, c'est ce que vous en faites. Tu en as parlé à Vegas, tu en as parlé là, tu en as beaucoup parlé depuis. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire concrètement? À partir du moment où tu t'assois à une table, tout compte. Tout compte. La relation analytique que tu as avec les autres joueurs, la capacité que tu as à lire leur comportement. Selon les joueurs, il y a la part de bluff, la part de cinéma, la part de jeu, la part de premier, de deuxième, de troisième degré.
Parce que si j'ai découvert un tel sur un joueur, ça m'indique quelque chose. Mais si ce joueur sait que j'ai découvert ce tel, Et il va me l'envoyer contre moi. Bien sûr. Mais si je sais qui c'est, que je sais qui c'est, que je sais qui c'est... Il y a 15 ans, tu vois, au moment de Winamax, le poker est majoritairement joué par des hommes. Il y a de plus en plus de femmes qui rentrent dans le circuit, mais d'ailleurs, je pense notamment aujourd'hui à Alexandra Botez, qui est maître FIDE d'échecs. Ça avait été démarré par Almira Shevchenko, déjà, qui était... que j'avais connue à l'aviation, où elle était derrière nous, elle nous regardait jouer au poker, et elle était maître d'échecs, et c'est comme ça qu'on a fait connaissance, où je lui apprenais un petit peu les rudiments du poker, et elle me faisait jouer aux échecs. Elle est devenue très 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 bonne joueuse. Absolument, et même je pense à une autre joueuse de poker française qui est Cécile Tichard-Fatine, qui est la meilleure joueuse française cette année. Elle a été meilleure joueuse française. On a eu la chance de l'interviewer à Las Vegas. Cécile, au départ, avec beaucoup d'humilité, vraiment, elle aimait le poker et elle avait envie d'apprendre. Et elle venait de temps en temps derrière des joueurs, moi ou d'autres. Quand j'ai démarré, j'étais hyper autodidacte. Je regardais des parties, etc. Je me mettais derrière les meilleurs joueurs, comme t'as dit ton père. Tu vois, je me mettais derrière les meilleurs joueurs pour apprendre, parce que c'était important pour moi de voir et d'apprendre comme ça. Et là, elle avait une vitesse de compréhension et donc de reproduction immédiate, parce qu'elle jouait à des plus petites tables. Et elle a fait aussi un truc assez intéressant, c'est qu'elle a démarré avec un tout petit bankroll, et elle n'a pas voulu aller plus haut que ce bankroll. Elle a toujours respecté son bankroll, elle a toujours joué très calmement. Elle a gravi des échelons, des étapes, et c'est un exemple assez... Bien sûr. Et aujourd'hui, assez fort. Ouais. Elle nous en a parlé, elle a lancé son académie pour femmes dans le poker, pour essayer justement d'ouvrir ce monde à une nouvelle clientèle. Donc en fait, c'est une team qui va réunir pas mal de filles à potentiel sur le circuit. Donc l'idée, c'est qu'elles aient du coaching, c'est qu'elles aient l'aide, en fait, clairement, j'essaie de leur apporter ce que moi j'aurais aimé avoir quand j'ai démarré le poker. Il faut savoir gérer les up and down du poker, il faut savoir gérer financièrement, la bankroll, etc. Et ça, en fait, il n'y a personne qui vous l'apprend quand vous démarrez. Donc voilà, donc du coup, je vais essayer de leur apporter ces petites billes-là, et puis qu'elles puissent perdurer dans le poker et faire leurs armes, et puis s'épanouir surtout. Tu continues à faire des tournois entre 98 et 2014, mais tu fais beaucoup de tournées, de films, de théâtre, et après tu re-rentres dans la saison 2013-2014, tu re-rentres de manière intense dans le circuit, et tu te remets en selle. Ça part d'une phrase... C'est-à-dire que justement, comme tu le dis, je m'étais mis un peu en retrait parce que je faisais énormément de choses. Et puis, il y avait un classement mondial. Donc, évidemment, quand tu joues pas, le classement, tu descends dans les profondeurs. Puis, il y a un gars un jour qui me dit, bon, le poker, terminé, hein, c'était un feu de paille, l'histoire. Je sais pas pourquoi on m'a dit ça. Je dis, faut pas me dire ça. Ouais, j'ai dit, ah ouais, non, c'est juste une question d'opportunité. J'ai été directement regarder mon planning. J'ai vu que je pouvais janvier, que c'était assez ouvert. Et j'ai décidé de rentrer dans le circuit et de faire les grands tournois de cette année 2015, je pense. Je crois que c'est 2015, hein, où je fais Deauville, où je suis en table finale. Je fais le LAPC à Los Angeles. Ça, c'est le plus gros tournoi du monde, quasiment. Et je termine 4e. Il y avait 900 joueurs au départ. Là, c'est une grande fierté. Et d'un coup, ça me donne des ailes. Et je fais 2 autres tournois derrière. Et je fais encore une table finale à Monaco. À partir de là, tu deviens vraiment, même si tu l'étais déjà, mais tu deviens de plus en plus la référence du poker français. On pense poker en France, on pense à toi. Et tu prends un vrai statut et tu sors un programme court qui s'appelle Dans la tête d'un pro en 2014. Alors, c'est un programme qu'on a conçu chez Winamax, où on prend les joueurs de la team. On est 14 joueurs à l'époque, et on plante 2 caméras sur eux tout le long d'un tournoi. C'est-à-dire que pendant tout le tournoi, tu as une caméra sur toi, une caméra sur les cartes. Ensuite, il y a un montage des coups les plus importants. Et une fois que le montage est terminé, tu vas en studio et tu vas commenter tous les coups. Tu vas expliquer ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là. Et ce qui est assez amusant, c'est que quand le concept a été présenté, je me suis dit, mais comment le gars va se souvenir de tous les coups? C'est inimaginable. On se souvient absolument de tous les coups et de tout ce qui est passé par notre tête à ce moment-là. Tout. Et donc, on le restitue. C'est génial. Donc, ça donne un programme absolument extraordinaire. Alors, parfois, évidemment,
Si tu filmes un joueur qui est éliminé au bout de 12 minutes, c'est un peu compliqué. Mais quand tu as tout le parcours, comme pour un David Iquitaille ou autre, c'est assez passionnant. Moi, j'étais très heureux de le faire. Ils sont tombés en plus sur un moment où je fais un parcours à la fois intéressant et je me fais sortir par le décalage horaire, je pense. Parce que je fais un début absolument éblouissant, mais après j'ai la fatigue, ça se voit sur moi et je perds pied. Ouais. En plus, il y a comme un petit combat de coq avec lui depuis qu'on se connaît. On s'était connus dans une cage game il y a très longtemps. Il nous avait fait un cinéma d'enfer. Il s'était fait passer pour un débutant. C'était drôle. On voit dans la série que le rythme est dingue, qu'il y a des parties qui s'enchaînent et qu'elles peuvent durer des heures, parfois des journées entières. Comment est-ce que tu fais pour tenir mentalement dans des tournois aussi longs? Et est-ce que tu as une routine de préparation mentale ou préparation physique? Tu as un rythme à prendre. Quand tu viens sur une compétition comme ça, loin de chez toi, et t'as un rythme. Mais pour respecter ce rythme, il faut avoir une rigueur sur l'emploi du temps, sur la nutrition, sur le sommeil et sur la préparation physique. Demain, je mets les chances de mon côté. Peut-être que demain, à la même heure, je te dis, j'ai mis toutes les chances de mon côté et ça a merdé pareil. Jour 2, comment est-ce que tu te sens? C'est pas la même. Ouais. Non, un état d'esprit très différent. Une matinée idéale pour moi, c'est-à-dire le sport à 7h30. Ensuite, spa, sauna, relax, petit-déj. Barbershop. Barbershop, ça détend, barbershop. Très, très bon. Ouais. Et puis voilà, puis quelques coups de fil importants à Paris, régler deux, trois problèmes, de manière à attaquer le tournoi avec aucune autre obligation que de se concentrer sur le jeu et essayer d'être performant. Pour revenir à 2015, où tu fais des bonnes performances, en 2015, tu as un concert au Québec. Tu fais un tournoi juste avant. Le tournoi. Tu as attendu au Québec pour un festival et il me semble qu'il y a une histoire assez marrante autour de ce tournoi. Le Festival d'été de Québec, c'est le plus grand festival du monde. Il y a une capacité qui va jusqu'à 120 000 personnes et ils viennent pour toi. C'est pas un festival où tu as 8 personnes qui chantent avant toi et 8 après toi. Tu as une personne qui ouvre et puis c'est toi l'affiche. Donc ce festival, on me l'a demandé pendant des années. Moi, j'avais peur de le faire. Et puis cette année-là, 2015, oui, ok, allez, on y va. On est sur une belle lancée. On va faire ce festival et j'en rêve. C'est le Graal, tu vois. Et donc c'est le 13 ou 14 juillet 2015. Moi, je me lance dans le main event à Vegas, qui a commencé le 3 juillet. Mais je me lance parce que je fasse 1, 2, 3 jours, c'est bien pour Winamax. Je suis voilà, je le fais pour la team, et puis pour le plaisir de jouer ce tournoi avec aucune pensée que j'ai. Là, en l'occurrence, tu t'attends à rien. Pour le coup, je m'attends vraiment pas à aller très loin. Et il s'avère que premier jour, ça passe normalement. Deuxième jour, difficilement, mais ça passe. Troisième jour, il y a une espèce de rush. Je commence à avoir beaucoup de jetons. Puis quatrième jour, je suis dans les chip leaders. Là, les caméras d'ESPN commencent à venir vers moi en disant « Well, you got a lot of chips. What's going on about the concert? People are waiting for you in Quebec. » So, j'ai dit le concert est la priorité de toute façon, donc je serai sur scène ce soir-là. Il dit mais et si tu as beaucoup de jetons, qu'est-ce que tu fais? Et je sais pas. Et donc je joue le 4e, 5e et je vais arriver donc au 6e jour. J'ai vraiment beaucoup de jetons, au point même que je me dis, je prends un avion, je vais chanter puis je reviens et mes jetons tournent, complètement fou. Et je me dis, donc la seule solution, c'est de tenter le tout pour le tout dès que je peux et d'essayer d'avoir tellement de jetons que ça peut être envisageable. Et à un moment donné, j'ai fait un truc un peu fou et qui n'est pas passé, que j'aurais jamais fait si j'avais. Mais c'était un peu mon seul moyen. Le coup a failli passer, mais il n'est pas passé. Il y avait un gars qui avait juste une meilleure main que moi derrière. Voilà, c'était comme ça. Mais pour rien au monde, je me serais pas présenté devant 100 000 personnes pour ce qui reste encore aujourd'hui le plus beau concert de ma vie. La seule manière de me préparer mentalement pour demain, c'est de commencer entre 6 et 7 heures du matin à régler tout ce que j'ai à régler avec la France. D'accord. Toutes les questions, tous les problèmes, tous les trucs, que tout soit fait. Qu'à midi, j'ai pas autre chose à faire, y à penser. Aujourd'hui, je suis arrivé pas comme j'aurais dû.
tu viens de le dire et on le sait, t'as une vie de dingue à côté. Musique, cinéma, agriculture. Hôtellerie, exactement. Est-ce que tout ça influence ce que tu fais à la table? Est-ce que tu arrives à compartimenter ou est-ce que parfois ça déborde. Et ça te parasite en plein tournoi? Parasite. Très bon exemple, il y a un mois, Monaco, très gros tournoi. Le PT Monaco, c'est vraiment un des 3-4 plus gros tournois. Tout le monde l'attend, c'est énorme. Il y a 2000 joueurs, le prize pool est énorme. Le gain à l'arrivée va être très important. Tout le monde est là pour ce tournoi. J'arrive dans une très bonne disposition. Je fais un premier jour, je termine quasiment chip leader à la fin du premier jour. Donc évidemment, tous les regards se tournent vers cette position en se disant là on a un des favoris peut-être. Et puis je suis submergé par des problèmes. Je suis au téléphone toute la matinée, j'ai le temps de me préparer en rien. Le tournoi a commencé, donc je suis obligé de prendre mon téléphone, de me lever de la table, parce que sinon si tu as ton téléphone à la table, tu es disqualifié. Donc je me lève entre des coups, je reviens, je pars. En 2 heures j'ai sauté. En 2 heures, j'ai perdu tous mes jetons. J'étais même pas triste, j'étais en colère contre moi. J'aurais presque pas dû jouer ce tournoi. Ils me prennent tous pour le plus nul joueur qu'ils ont jamais vu à la table parce que je me fais marcher dessus et je peux rien faire en fait. Mais c'est vrai que même quand je pourrais jouer bien, je fais rien et je me laisse marcher dessus. Ils me prennent tellement pour un naze, je vais faire un truc de gros naze. Et le mec, je l'ai embarqué dans un truc, il a cru que je bluffais et je lui ai pris la moitié du tapis. Et la main d'après, j'en fais pareil. Donc je suis passé de 60 à, je sais pas, je dois avoir 140 là. C'est une petite stratégie de petit snake. De blanc déchet. Il n'y a pas beaucoup de mecs qui embrassent le mec qui fait le podcast. Le poker, c'est comme tu as dit, c'est un sport, mais surtout un vrai sport du cerveau. Tu es en permanence en train de jongler entre tes émotions, ton instinct, ta lecture des autres et surtout ta capacité à garder ton calme. Derrière tout ça, il y a un réseau cérébral hyper complet qui s'active à travers le cortex préfrontal, l'amygdale, dont j'ai aussi parlé plus tôt, mais aussi le striatum, qui gère l'anticipation de la récompense et la motivation, et ça mobilise aussi le cortex temporo-pariétal, qui entame un processus qu'on appelle la lecture de l'autre. C'est-à-dire qu'il va deviner ses intentions, ses réactions, et c'est ce qu'on utilise socialement pour savoir si quelqu'un est heureux, mécontent, dans un cercle social. Savoir ce que quelqu'un pense. Exactement. Mais aussi, tu utilises tes autres sens pour lire, en fait, l'autre littéralement. Et le poker, en fait, c'est une sorte de chorégraphie cérébrale entre calcul, intuition et maîtrise de soi. Et ce qu'on a vu à Vegas, c'est que toi, tu joues pas juste les cartes, tu joues aussi les joueurs. Et je voulais savoir à quel point tu adaptes ta stratégie par rapport à qui tu es en face. Il y a 2 écoles. Il y a l'école de se dire il y a des joueurs plus faibles, donc essayons d'en profiter pour monter beaucoup de stacks. Et puis il y a l'autre école qui se dit que les joueurs faibles sont imprévisibles et peuvent t'embarquer dans des pièges. Est-ce que toi, tu préfères jouer contre des joueurs qui sont plus expérimentés ou alors tu préfères jouer contre des joueurs un peu moins bons? C'est ton avis. J'imagine des joueurs un peu moins bons. Forcément. Ça, moi j'ai une approche peut-être un peu plus prudente par rapport aux joueurs entre guillemets dits faibles. Et je me sens peut-être plus en confiance avec des joueurs de haut niveau parce que je connais un peu mieux leurs réflexes. Quand tu t'assois à une table, normalement, tu sais en une dizaine de minutes, tu sais à peu près à qui tu as affaire. Il faut prendre le contrôle de ta table. C'est-à-dire qu'il faut installer un respect à la table. Il faut que les joueurs soient très attentifs quand tu commences à jouer, qu'ils aient peur de tes three-bets ou de tes quadruple-bets ou tes 4-bets. Il faut que tu installes une autorité pour pouvoir à peu près faire ce que tu as envie et ne pas subir la pression d'une table. La grande révolution du poker, c'est qu'on est passé du poker en dur à des tables à du poker sur Internet. Comment est-ce que tu analyses les comportements des gens qui sont derrière un écran que tu connais pas, que tu vois juste à travers l'écran. Donc t'as quoi? T'as le temps de réaction, la fréquence de relance, les montants de relance. Les montants de relance sont très importants. Il faut analyser les montants de relance parce qu'il y a des gens qui relancent avec une certaine dose quand ils ont du jeu et un peu moins quand ils en ont pas. Il y en a qui donnent des chiffres ronds quand ils ont du jeu, d'autres qui donnent des chiffres aléatoires quand ils en ont pas. Tu regardes les attitudes et puis tu regardes leur comportement sur une chaise. Je suis en train de tout vous donner là. Ah, mais c'est pas grave, tu regardes le comportement sur une chaise. T'as des gens qui sont pas très malins non plus, tu vois. Ils sont avachis comme ça pendant tout, ils jettent toutes les cartes, puis à un moment tu vois le mec qui fait ça.
Ouais, c'est sûr. Là, t'as compris que ça va pas être la même. T'as parlé de t'asseoir à la table et d'inspirer la peur, mais il y a aussi un moment à Vegas où tu dis faire exprès avoir l'air d'un débutant pour piéger l'autre. Là, j'ai vraiment défendu aucun coup. Je rentrais, les mecs me relançaient, je jetais. Ça fait vraiment débutant. Débutant, et en plus, je me suis dit, ma seule carte, c'est de jouer la carte du débutant. Donc j'en suis arrivé à même faire des gestes de débutant. J'étais avec les choses, je faisais des trucs de débile profond. C'est assez bas, j'avoue. Non, mais- C'est assez bas. Mais bon. Mais non, mais de toute façon, tous les coups sont permis. Et je me demande si toi, en tant qu'acteur, ça t'arrive de créer des personnages réellement et pour Ouais, bien sûr. Par exemple, il y a un truc qui est vachement bien, c'est que j'arrive à une table et les gars me parlent, mais comme un acteur. Oh yeah, he's very famous in France, he's an actor. Oh yeah, an actor. Yeah, I'm an actor. Yes, you like poker? Oh yes, I like poker, but va pouvoir en jouer. C'est certainement. Voilà, c'est un peu trivial. Et ton histoire dans le poker est quand même incarnée par la réussite, par la victoire, par le succès. Mais c'est assez rare. Et pour chaque vainqueur, il y a des dizaines de milliers de perdants. Derrière les projecteurs et les gains spectaculaires se cache quand même un sujet beaucoup plus sombre, qui est l'addiction au jeu de hasard. Et le poker, même si c'est stratégique, on en a parlé, reste un jeu de chance. Et donc moi, je me dois de dire aux auditeurs de faire attention. Mais tu as bien raison, et je souscris à ça, et moi aussi j'aurais des choses à dire juste après toi. Quand vous jouez, votre cerveau libère de la dopamine, la molécule du plaisir et de la récompense. Que vous gagnez ou que vous perdiez. C'est l'attente du résultat qui suffit à activer le circuit de la récompense. Cette attente qui marche si bien aux roulettes ou alors au jeu de loterie, c'est cette attente des cartes qui va vous exciter. C'est ce qu'on appelle le renforcement intermittent. Un mécanisme extrêmement puissant qui vous pousse à rejouer encore, même lorsque vous perdez. À force de répétition, le cerveau associe le jeu à une promesse de plaisir, même quand il n'y a plus de plaisir à en tirer. Même si le poker demande de la stratégie, de la patience, de la lecture psychologique, cela reste un jeu où le hasard peut tout balayer. Et c'est précisément cette incertitude qui rend le jeu aussi dangereux pour le cerveau. Et donc jouer c'est bien, et savoir s'arrêter c'est vital. Si vous sentez que le jeu prend trop de place, que vous jouez pour fuir ou pour vous refaire, parlez-en. Il existe des lignes d'écoute, des psychologues spécialisés, des associations pour vous aider. Ce podcast parle de performance, de mental et de résilience, mais la vraie force, c'est aussi de savoir dire stop. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce que tu viens de dire. J'ai eu la chance de pas. Comme j'en ai fait une chanson. Ça commence comme un feu qu'on allume doucement. Un peu de poudre aux yeux qu'on te glisse comme ça en riant. La chance de pas avoir de dépendance. Aucune dépendance. À rien. Jamais dans ma vie. Parce que je m'en suis protégé. Certainement que j'avais peur de ça, parce que j'ai eu des copains très jeunes qui étaient tombés dans l'addiction de la drogue, avec toutes les conséquences que ça implique. Et toute forme d'addiction, toute forme de dépendance m'a toujours fait peur. J'ai toujours freiné des cas de fer. Donc j'ai toujours pu m'arrêter comme ça. Je pouvais ne pas jouer pendant 6 mois, 1 an, pas de problème. En revanche, le caractère chronophage de la chose est important à souligner. Et c'est pour ça que je n'encourage pas des jeunes gens à jouer. Parce que jouer au poker, ça bouffe beaucoup de temps. Parce que c'est très ludique, très agréable, parce qu'il n'y a pas vraiment de raison de s'arrêter. On passe un bon moment, on est bien, puis on ne voit pas le temps passer. Mais c'est beaucoup de temps pendant lequel on ne lit pas certains livres, qu'on ne va pas voir des films, qu'on ne va pas voir des pièces de théâtre, qu'on ne rencontre pas des amis, qu'on ne prend pas du temps pour soi, qu'on ne va pas se promener, qu'on ne va pas se balader. Ça devient trop de temps passé. La suite pour toi, c'est quoi dans le poker? Est-ce que tu as des tournois en particulier que tu vises, des échéances, ou est-ce que c'est de le prendre un peu au jour le jour? Mais la suite, elle était toute tracée. J'avais vraiment décidé de performer au World Series de cette année-là, vraiment. Et elles ont commencé depuis 1 semaine, et je suis encore à Paris, et à l'Île-sur-la-Sorgue. Donc je sais que cette année, je passe mon tour, mais on va se retrouver en décembre. Ah bah, comme l'année dernière. Et tu l'as un peu dit déjà, mais est-ce que tu as un message pour tes fans ou alors pour des gens qui voudraient se lancer sérieusement dans cette discipline? Si vous vous lancez dans une discipline en tant que discipline, c'est-à-dire que vous abordez le côté sportif, ludique, et qui peut être aussi lucratif, il y a des règles. Il y a des règles, appliquez ces règles. Appliquer ces règles, de savoir toujours où vous vous situez par rapport à ce que vous entreprenez. Voilà, c'est un monde très brillant, plein de paillettes, avec plein
plein de possibilités, de l'argent parfois qui est facile, mais il est aussi facile dans un sens que dans l'autre. Donc ça prend du temps, de l'énergie. Vous vous confrontez à des gens dont c'est le métier, des gens qui font que ça, des gens qui jouent très très bien, qui sont très 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 hauts. Vous allez vouloir fighter avec ces gars-là, donnez-vous les moyens, travaillez beaucoup, 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 ou sinon évitez. Voilà. Bon, merci beaucoup beaucoup d'avoir été avec nous. J'espère que vous avez profité de ce nouvel épisode de Winning Minds. Pensez bien à vous abonner, à prendre la petite cloche, je sais pas où elle est, elle sera quelque part par là, pour avoir des notifications et rester aux aguets pour les prochains épisodes qui vont sortir bientôt.